Le système. On en parle tout le temps, mais c'est quoi au juste? Imaginez une sorte de grille de contrôle invisible, un ensemble de règles, de récits, qui organisent nos vies. Et si on pouvait prendre cette grille, cette structure, et la retourner contre elle-même? C'est la question qu'on va explorer ensemble. Comment les propres outils du système peuvent devenir des armes pour le perturber? Alors, cette citation de Gilles Deleuze, elle peut sembler un peu complexe, mais l'idée derrière est fascinante. Elle nous dit qu'à l'intérieur de l'ordre apparent du système, il y a une énergie chaotique qui ne demande qu'à sortir, une passion, un tumulte caché juste sous la surface. En gros, que les limites de l'organisation portent en elles les germes de leur propre explosion. Voici donc le programme. On va passer par 5 étapes, 5 tactiques différentes pour retourner le système. C'est un peu notre boîte à outils pour comprendre comment la subversion peut fonctionner de l'intérieur. Allez, on commence par le commencement, le glitch dans le système. Parce qu'avant de pouvoir retourner quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre comment ça marche. Et surtout, où sont ses failles. À la base de tout, le système repose sur ce qu'on appelle l'état de droit. En théorie, ça veut dire que tout le monde, même ceux qui ont le pouvoir, doit respecter la loi. C'est ce qui lui donne sa force, sa légitimité. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Parce que se passe-t-il quand on utilise ces mêmes règles, ces mêmes lois, pour les subvertir? Bon, un système, ce n'est pas juste des lois, c'est aussi des canaux de communication, des médias qui diffusent ces messages. On arrive donc à notre deuxième niveau, le piratage médiatique. L'idée ici, c'est de détourner ces canaux pour leur faire dire tout autre chose. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les médias tactiques. C'est vraiment l'art de créer un glitch dans la communication. Des activistes vont utiliser le langage même du système, la pub, le jargon des entreprises, pour créer des messages totalement inattendus qui le font dérailler. L'exemple de la Barbie Liberation Organization est juste génial. Ils ont échangé les boîtes vocales de G.I. Joe et de Barbie. Résultat, des Barbies qui hurlaient des slogans de guerre et des G.I. Joe qui se plaignaient d'avoir à faire du shopping. C'était absurde. Et avec ce simple hack, ils ont lancé un débat national sur les stéréotypes de genre. En retournant un jouet, un simple produit de consommation contre lui-même, ils ont attaqué le système à la racine. Cette tactique, elle a un nom, rendu célèbre par les situationnistes, le détournement. C'est un peu le code de triche de la culture. On prend un message qui existe déjà, une pub, une affiche, et on le reprogramme pour qu'il dise l'exact opposé de ce pourquoi il a été conçu. Le groupe d'activistes The Yes Men, eux, ils poussent cette logique jusqu'au bout avec ce qu'ils appellent la correction d'identité. Ils se font passer pour des porte-paroles de multinationales et font des annonces complètement folles, mais qui, par la satire, révèlent la logique interne de ces boîtes. Ils retournent la langue de bois des entreprises contre elles-mêmes pour en montrer toute l'absurdité. Ok, on a parlé des médias, du virtuel, mais maintenant, passons au monde physique. On va voir comment des communautés créent des zones autonomes en piratant non plus les messages, mais carrément la ville, l'espace social. D'un côté, on a la carte officielle. Le territoire est quadrillé par des structures bien définies, l'autorité fédérale, les zones de police, tout est organisé pour contrôler l'espace public. Et de l'autre, il y a des endroits comme le quartier d'Exarchia à Athènes. Et là, les règles du jeu sont complètement différentes. C'est un espace où la résistance au contrôle de l'État est visible partout. Les habitants imposent leurs propres règles, ils transforment l'espace public en un terrain de lutte où la logique du marché et de l'État ne s'applique plus tout à fait. Et attention, cette réappropriation peut aller beaucoup plus loin qu'un simple quartier. À Oaxaca, au Mexique, pendant la révolte de 2006, l'Assemblée populaire a carrément remplacé l'État. Elle a montré que des structures spontanées, horizontales, pouvaient organiser la vie de toute une population. On entre maintenant dans une autre dimension, un champ de bataille peut-être encore plus crucial, la bataille pour le passé. On va voir comment le système contrôle le récit officiel et comment certains se battent pour imposer leur propre histoire. La question paraît simple, mais elle est fondamentale. Parce que contrôler le passé, c'est contrôler le présent et c'est justifier l'avenir. Le récit de l'histoire n'est jamais neutre. C'est un enjeu de pouvoir. Prenez cette photo. Tout le monde la connaît. C'est le symbole de la victoire contre le nazisme. Eh bien, en réalité, c'est une reconstitution, une mise en scène. Un des moments les plus iconiques de l'histoire a été fabriqué pour servir à un récit politique. Ça montre bien à quel point l'histoire officielle est une construction. Ce contrôle de l'histoire passe aussi par quelque chose de très concret, le contrôle des archives. L'accès aux archives coloniales belges, par exemple, c'est un vrai casse-tête. Les procédures sont tellement opaques qu'on a l'impression que l'État cache délibérément des informations. En contrôlant les sources, on façonne le récit. Mais face à ça, des contre-récits se créent. À Oaxaca, des artistes ont détourné un art traditionnel, les tapetes en sable, pour en faire un mémorial pour les victimes de la répression.
Ils se sont réappropriés une tradition pour raconter une histoire que le pouvoir voulait absolument effacer. Forcément, le système ne se laisse pas faire. Il a ses propres stratégies pour contre-attaquer. Il y a la répression, bien sûr, mais il y a une arme encore plus subtile, la récupération. La première réplique du système, c'est la plus directe, la plus brutale. C'est la répression. L'histoire est remplie d'exemples, comme celui des anarchistes makhnovistes en Ukraine, où des expériences sociales alternatives ont été simplement écrasées par l'armée. La deuxième réponse est beaucoup plus insidieuse. C'est la récupération. Le capitalisme a cette capacité incroyable à absorber ceux qui le critiquent. L'art anticapitaliste se retrouve sponsorisé par des banques, les symboles de la rébellion finissent sur des t-shirts, la critique est vidée de son sens et devient une marchandise comme une autre. Et c'est ça le point crucial. Le système va tolérer une critique en général, une critique abstraite qui ne menace rien de concret. Mais dès que la critique devient spécifique, locale, et qu'elle risque de vraiment perturber le statu quo, là, la tolérance disparaît très vite. La critique est acceptée tant qu'elle reste inoffensive. Alors, où est-ce que ça nous mène? Si toute tentative de subversion est soit écrasée, soit transformée en produit, est-ce que la partie est perdue d'avance? Ou est-ce qu'il faut plutôt voir ça comme un jeu infini, un cycle sans fin de contestation et de récupération, où chaque action entraîne une réaction? La question, évidemment, reste ouverte.